ne pourrais pas rentrer dans sa tête. En tout cas, là, ce qu'on peut voir dans cet épisode, bon, d'abord, Ruth Elkrief, manipulatrice et fanatique, et il lui applique deux choses. Lui, il est manipulateur dans la pratique de son mouvement, et il est fanatique dans sa vision du conflit entre Israël et le Hamas. J'écarte le fond et je reviens à cette façon de tweeter pendant une émission. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous êtes Manuel Bompard, donc vous êtes celui qui travaille pour Jean-Luc Mélenchon, et vous avez quelqu'un qui vient fiche en l'air tout ce que vous faites, et qui fait que cette émission ne se réduit plus qu'à cette provocation. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Dans les termes numériques, on appelle ça un troll. Bon, donc c'est quelqu'un qui vient desservir son propre parti, son propre courant, par des provocations dont il pense que ça consolidera des soutiens qui sont peut-être de plus en plus étroits, mais qui seront de plus en plus fanatisés, pour reprendre ce terme. Moi, cette stratégie, alors on dit qu'il y a un grand dessein, que c'est très habile, qui va chercher l'électorat musulman. Pour moi, elle est folle et elle est vouée à l'échec. C'est-à-dire que les gens autour de lui s'écartent, les partis de la NUPES s'écartent, les mélenchonistes historiques s'écartent, et il est de plus en plus seul. Alors il est peut-être de plus en plus génial dans cette stratégie, mais en général, quand tout le monde s'écarte, c'est que l'électorat, à la fin, va faire la même chose. Donc là, je pense qu'on a franchi un cran dans cette pratique. Vraiment, s'attaquer à des journalistes, il l'a fait, mais quand il était face aux journalistes. Là, maintenant, c'est comme quelqu'un qui crache sur sa télé, sur son canapé, et il envoie des tweets pour quelqu'un qui voudrait être président de la République française. Je ne sais pas si c'est du Trumpisme, mais en tout cas, c'est certainement pas au niveau. C'est une dégringolade dans l'attitude et dans la dignité qu'exige ce qu'il voudrait être. Ça se ressent dans les études d'opinion. Oui, ça se ressent dans le dernier baromètre dont on parlait au tout début de l'émission. Il est à peu près à 12% de cote de confiance d'avenir, donc c'est quand même assez faible. Il perd 7 points depuis septembre, ce qui est assez intéressant quand on analyse la structure vraiment, encore une fois, de sa composition, un peu de son socle électoral. Il fait moins 15, moins 18 points sur des sympathisants qui se disent à gauche de la gauche. Donc ça montre quand même que sa position et l'hégémonie aujourd'hui de LFI sur la gauche tend à poser de plus en plus de problèmes aussi à ses électeurs. Donc c'est un premier élément d'alerte. Ce que cherche Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même compliqué à dire aujourd'hui. Alors, je suis plutôt un adepte de la conflictualisation en politique, mais d'une manière institutionnalisée. Or, on a le sentiment que Jean-Luc Mélenchon ne veut plus faire le jeu des institutions. On voit le comportement depuis le début du deuxième quinquennat, où ils ont beaucoup de députés, à l'Assemblée nationale, qui est quand même catastrophique, qui agit comme un effet paratonnerre, notamment pour Marine Le Pen. Donc, c'est un peu curieux, cette stratégie du conflit. Et en plus de cela, il faudrait retrouver des termes du conflit qui fasse un peu consensus à gauche. Je n'ai pas le sentiment qu'attaquer des journalistes de cette manière, ou les positions aussi polémiques, soient des termes du conflit à gauche qui puissent plaire à l'électorat. Oui, mais il y a aussi la conquête d'un électorat, peut-être. Il y a sans doute chez Jean-Luc Mélenchon la conquête arabo-musulman d'un électorat qui ne s'est pas déplacé manifestement à l'élection présidentielle de 2022. Et ça, je pense qu'il y a encore des réserves de voix. Stewart Shaw pourra en parler sans doute mieux que moi, mais la lecture qui avait été faite par nombre d'insoumis et nombre de commentateurs, c'est qu'en 2022, Jean-Luc Mélenchon avait réussi à mobiliser, je crois qu'un chiffre avait été avancé, que c'était 82% de l'électorat musulman qui s'était rendu aux urnes, mais 82% de ceux qui se sont rendus aux urnes, ça ne fait pas 100% de l'électorat qu'il cible. Très loin de là. Parce qu'une grande partie, en réalité, ne s'est pas rendue aux urnes. Et donc, Jean-Luc Mélenchon chercherait, c'est ce que d'aucuns en disent, à pousser vers les urnes ceux qui ne s'y sont pas rendus la dernière fois. Je reviens en 2 mots sur l'épisode dont on a parlé, et peut-être d'avoir un mot pour Ruth Elkrief, par ailleurs, un mot d'amitié pour cette journaliste qui, quoi qu'on pense de la façon d'exercer son métier et ses interviews, ne mérite sans doute pas d'être sous protection policière comme aucun journaliste en France. Vincent Trémollet-de-Villers parlait tout à l'heure de troll en langage numérique. Jean-Luc Mélenchon, ce tweet démontre aussi qu'il a une autre capacité qui lui parlera sans doute, c'est de lancer des fatwas. C'est-à-dire qu'en réalité, si Ruth Elkrief est sous protection policière aujourd'hui... C'est à cause de ce tweet. C'est
en grande partie, c'est tout ou partie à cause de ce tweet, et c'est ce qu'on appelle une fatwa en réalité, c'est qu'il envoie des gens, il met une cible dans le dos de cette journaliste et que des gens derrière utilisent ce tweet comme la raison d'aller harceler numériquement, et j'espère pas physiquement, Routel Krief. Et puis j'en termine par votre question qui était que cherche Jean-Luc Mélenchon. Alors je vais pas être très original, moi non plus je n'en sais rien. En revanche, je sais ce qu'il trouve. Et ce qu'il trouve, c'est de l'isolement autour. Alors on a longtemps parlé d'un noyau dur. Maintenant, on va rajouter le mot radicalisé derrière. Donc il a un noyau dur radicalisé autour de lui, qui est après le noyau. Alors je suis pas scientifique, mais je sais pas ce qu'il y a après un noyau, mais on y arrive en tout cas. Donc c'est l'isolement autour de Adrien Quatennens, Mathilde Panot, Daniel Obono. Et voilà. Donc voilà ce que trouve Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Qui, il faut le rappeler, Jean-Luc Mélenchon est quand même celui qui avait permis à la gauche de faire, en tout cas une certaine gauche, de faire 22% au premier tour de la dernière présidentielle, a permis à la gauche, aux gauches au pluriel, d'arriver à l'Assemblée avec 150 députés. Donc Jean-Luc Mélenchon avait réussi quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'il trouve, c'est l'isolement, et donc c'est l'inverse de ce qu'il avait réussi. Oui. Oui, moi je m'interroge justement sur... parce qu'on justifie, et son entourage, notamment avec peine, justifie ses prises de position en expliquant que c'est soit par cynisme, soit dans une logique électoraliste, mais visiblement, dans les enquêtes d'opinion, on constate une baisse. Donc je m'interroge sur la logique électoraliste de Jean-Luc Mélenchon. Je me demande même s'il n'y a pas une possibilité qu'il soit dans une sincère dérive identitaire. Dans une sincère Dérive identitaire. Alors, certains définiront ça comme une forme d'islamo-gauchisme, mais la réalité, c'est que c'est un homme qui, dans sa vie politique, a changé de ligne idéologique plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a quand même défendu la laïcité à un certain moment. Et il prouve ces derniers temps qu'il évolue vers une dérive, qu'il effrite la frontière déjà très ténue entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et donc, je me demande à force si la logique électoraliste n'a pas été supplantée par une forme de sincérité dans des idées inquiétantes qu'aujourd'hui il dévoile et déploie totalement sur tous les réseaux et sous toutes les formes. Il y a même une forme de fuite en avant, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il s'enivre de cette stratégie de rupture totale dont on ne sait plus les fruits électoraux, dont on mesure mal. On mesure bien les mauvais fruits sur son parti, mais dont il doit penser que, je ne sais pas s'il libère, peut-être quelque chose qu'il pensait et qu'il n'osait pas dire. Mais donc, c'est très très difficile à analyser sur le plan rationnel, parce que il y a quand même une dimension irrationnelle dans tout ce à quoi on assiste avec lui, et pas seulement. Il y a eu ce tweet, mais il faut voir son discours samedi à Paris. Dans le cadre de la manifestation palestinienne. Ou à la fin, pro-palestinienne, où il termine dans une fièvre particulière, presque, qui est tout à fait inquiétante pour celui qui y assiste, quoi. Donc, comme s'il avait un rendez-vous avec l'histoire et que la dimension historique du personnage lui permettait de faire fi de toutes les règles de civilité, de toutes les règles politiques, de toutes les règles électorales, puisque maintenant on était passé dans autre chose. Il a pété un plomb. Me lancer sur ça, c'est pas... en tout cas, faire le pari d'aller chercher un électorat qui effectivement ne voterait pas dans une logique, je dirais même plus loin que rupture, mais une logique de fracturation de la société, parce que c'est ça qui aujourd'hui est présenté, et le risque, c'est cette fracture-là. Alors la fracture, ça se soigne toujours, mais enfin, ça peut mettre aussi beaucoup de temps. Je ne sais pas forcément si ça sera vraiment utile, et puis peut-être d'un dernier mot, les gens ne vont pas voter, cet électorat-là ne va pas forcément voter, pas simplement parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être bien représentés, ils vont d'abord pas voter parce qu'ils ont le sentiment que la politique ne sert à rien et ne change pas leur vie. C'est peut-être vers ça qu'il faudrait plutôt tendre que ce genre de polémique. Merci à vous quatre, merci beaucoup de ce débat. Merci de nous avoir suivis, comme tous les mardis maintenant. La semaine prochaine, je suis persuadé que l'un ou l'autre des sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, nous y reviendrons d'une façon ou d'une autre. Mon petit doigt me dit qu'on reviendra aussi vers l'immigration, parce que ça sera à l'ordre du jour en séance plénière à l'Assemblée nationale. Bonne soirée et écoutez, que cette nuit soit éclairée par toutes les idées que vous avez écoutées cet après-midi. Au revoir.